Bonjour, je suis Henri Levenbruck et vous écoutez Cheval Western, le podcast de l'équitation et de la culture western. Howdy, partner. You don't mind my saying. Dans chaque épisode, je vous invite à partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le western. Le nouveau western. Des cavaliers, des enseignants, des éleveurs, des ranchers, des historiens, des artistes, des artisans et bien d'autres personnes encore. Hello? Hello? Ensemble, nous allons explorer les multiples facettes de l'équitation western et de la culture qui l'entoure. Que vous soyez cavalier, amateur de western, amoureux des chevaux ou simple curieux, ce podcast vous offrira des histoires inspirantes, des conseils pratiques et un regard sincère sur la culture western et ses traditions. Ah, the Western tradition. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée et si vous le voulez bien, prenez le temps d'y laisser une note ou un commentaire, c'est le meilleur moyen de nous aider. Pour ce 8e épisode, cap sur Lyon, où nous installons nos micros dans l'atelier AC Custom Saddlery AC Custom Saddlery. pour rencontrer Aurore Cachera. Artisane sellière passionnée, elle façonne, en partenariat avec son compagnon, le célèbre Yves Le Cire, des selles western uniques, mêlant tradition américaine et savoir-faire français. Pas mal, non, c'est français. Ensemble, nous allons découvrir son parcours, ses combats et les secrets d'un métier où chaque couture raconte une histoire. Bonjour Aurore. Bonjour. Et merci de me recevoir dans ton atelier. On est dans Lyon, au milieu de la campagne, et on est installé en plein cœur de ton atelier. Il y a tout un tas d'outils autour de moi. Mais avant qu'on rentre dans le cœur du sujet de ton métier, est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec le cheval ? Oh là, ça remonte très très loin. C'est grâce à mes parents. Ils m'ont mis en contact des chevaux. Je crois que je devais tout juste savoir marcher. Donc voilà, aussi loin que remonte ma mémoire, je suis en contact avec les chevaux. Alors pourquoi ? Quel était le lien entre tes parents et les chevaux ? Ils sont proches de la nature, ils ont toujours eu un gros contact avec les animaux, donc ils m'ont très très vite mis en contact avec plein de bêtes différentes, mais c'est vrai qu'ils m'ont mis une fois sur un âne, la toute première fois, et ça m'a plus jamais lâché. C'était où ? C'était en région parisienne. Donc t'as grandi en région parisienne ? Oui, je suis née à Fontainebleau et j'ai grandi à Champagne-sur-Seine, donc je montais dans un petit centre équestre qui était à Samois, qui doit toujours exister d'ailleurs, D'accord. je crois. Ouais, c'est une terre de cheval, Fontainebleau, voilà. oui. Oui, c'est ça. Donc je suis née dans la capitale du cheval, donc c'était un signe. Donc t'as commencé par du classique ? Ouais, moi j'ai le parcours de beaucoup de gens. Ouais, j'ai commencé par le classique, mais du fait de faire énormément de randonnées avec mes parents, j'ai très très vite bifurqué vers la randonnée à poney, à cheval aussi. Et puis je suis un peu une touche à tout, donc je crois que j'ai fait un peu de tout dans l'équitation. Horseball, voltige, attelage, enfin voilà, je suis passée un peu partout. Et t'as rencontré avec le western alors ? Ma rencontre avec le western, ça a été un peu compliqué parce que c'était pas encore spécialement trop développé en France, mais moi j'ai toujours adoré la culture western, d'abord par ma rencontre avec le monde des Amérindiens. D'accord. Moi je suis passionnée par les peuples amérindiens depuis toute petite. J'ai vu Danse avec les loups, gamine, et Ouais. ça m'a... voilà, j'ai accroché avec cet univers-là. Et le western est un peu imbriqué, quoi. Donc, dès que j'ai pu approcher ce milieu-là avec les chevaux aussi, je l'ai fait. Et alors, tu as pris des cours d'équitation western ou pas particulièrement Au départ, non. C'était une Ouais. approche un peu autodidacte avec le ouais. matériel. Et j'ai commencé vraiment à prendre des cours sur le tard. J'étais installée en Franche-Comté et je transitais par la Suisse pour aller dans un ranch en Alsace. Et j'ai commencé vraiment à prendre des cours western à ce moment-là, mais j'avais une vingtaine d'années. Ah oui, c'est déjà tôt quand même. Hein. Tu dis sur le tard. Moi, j'ai commencé à 50 ans, tu vois.
avant qu'on en arrive vraiment à ton activité d'aujourd'hui, tu as quand même fait un parcours, et puis non des moindres, tu as fait un joli parcours, notamment avec un passage chez Hermès. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était en Franche-Comté, justement, non ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ton apprentissage ? Alors, au départ, j'étais pas du tout faite pour faire ce boulot-là. J'ai une formation agricole, un bac agricole et un BTS gestion de protection de la nature. Donc, j'étais censée travailler en parc naturel. C'était un choix ? Et alors, c'était vraiment un choix de carrière, ça, depuis toute jeune. Je voulais vraiment être technicienne supérieure en environnement. D'accord. Et puis, la vie fait que, il a fallu prendre un autre chemin. Et je me suis recentrée sur le cheval. Comme c'est un milieu un peu compliqué pour travailler vraiment au contact de l'animal et que j'ai toujours fait du travail manuel avec mes parents, ça a été fait de rencontres, et entre le manuel, le cheval, il y a eu ce questionnement autour de l'artisanat, et j'ai rencontré un sellier à la retraite qui m'a filé le virus. J'ai touché mon premier bout de cuir en 2009 et j'ai jamais arrêté depuis. D'accord. Donc j'ai appris les toutes bases du métier avec un artisan à la retraite, Aldo Voss. Ouais. Et lui m'a conduite à aller passer mon CAP que j'ai eu avec l'école Grégoire Ferrandi à Paris. Ouais. Donc c'était, parce que malheureusement elle a fermé, c'était une école de maroquinerie de luxe. Donc c'est un peu la pépinière des grandes maisons, Hermès, Vuitton, Chanel. Et à l'issue de cette formation-là et de ce CAP, j'ai été embauchée par Hermès. Et je ne supporte pas trop la vie parisienne, donc j'ai demandé la liste des manufactures en France et j'ai atterri dans l'Est, donc à côté de Montbéliard. J'ai passé 4 ans chez Hermès. D'accord. Alors raconte-nous un peu tes années chez Hermès avant que tu bifurques vers les selles western et toutes ces choses que je vois autour de moi. Ça a été très riche d'apprentissage. Je regrette pas du tout mon passage, mes 4 ans chez Hermès, mais c'est vraiment pas fait pour moi. Ouais. J'ai adoré... le côté de travailler dans une grande entreprise, c'est ça ? Alors ça, c'est pas ça qui a été le plus compliqué. Le plus difficile pour moi, ça a été de faire la même chose tout le temps. D'accord. Et puis cette notion de production qui prend le pas sur la qualité et le respect du client. J'avoue que l'envers du décor m'a un peu refroidi. Okay. Quand vous avez des clientes qui attendent leur sac pendant 5 ans et qui les payent des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, je pense qu'elles sont pas à une demi-heure près. Et la pression qui est mise par rapport à la production, c'est quelque chose avec laquelle j'ai du mal. Je préfère faire de la qualité, mais vite et bien, c'est difficile à faire. Donc voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Et puis faire du Kelly non-stop pendant 4 ans, j'avoue que je suis quelqu'un qui a besoin j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de diversité. J'aime pas faire tout le temps la même chose, quoi. Alors tu as quand même appris des choses là-bas. Ah oui. Qu'est-ce que tu as appris ? J'ai adoré mon passage en atelier de formation chez Hermès, parce que j'ai appris la rigueur. Il y a une grosse rigueur de travail, des qualités de finition, de montage. Ça a été très, très formateur. Ouais. C'est un passage que je regrette vraiment pas. J'étais pas faite pour durer chez eux, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est un bagage qui me sert encore, même maintenant, dans mon métier, plus orienté western. D'accord. Alors, comment s'est fait la transition ? À partir de quel moment tu as décidé de quitter Hermès pour créer d'abord un premier atelier, si je ne me trompe ? Oui. Tu nous racontes ? Oui. J'ai quitté Hermès parce que sur un de mes bilans, ma responsable d'atelier m'a dit que j'étais plus artisane qu'ouvrière. C'est plutôt un compliment ? C'est ça. Et donc, il y a eu un gros déclic et j'ai décidé de prendre un peu mon envol et de me lancer dans l'aventure avec mon propre atelier. Mais je suis restée dans la maroquinerie, par contre. Alors, c'était quoi cet atelier ? C'était à ce moment-là l'atelier La Tanière. Ouais. Et donc, j'étais vraiment orientée maroquinerie. Je suis restée dans la maroquinerie jusqu'au Covid, en fait. Alors, tu faisais quoi et pour qui ? Je travaillais pour tout le monde. Là, c'est vrai que ça fait une clientèle qui est beaucoup, beaucoup plus large, puisque
Je faisais de tout, de la petite maroquinerie, du sac. Je passais aussi par la sellerie moto, parce que je suis motarde, donc comme je suis un peu une touche à tout. Ça nous fait un autre point commun, Voilà. alors. Mais dis-moi, les gens, ils te contactaient, t'avais un site internet, c'est ça? Les gens Ouais. te contactaient par le biais de ton site? Ouais. Site D'accord. internet, réseaux sociaux, voilà. Mais encore aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup comme ça. Et tu fais plus de selles de moto maintenant. Non, je me suis complètement recentrée. Pourtant, tu pourrais faire des belles selles western pour les motos. Ouais, mais ouais, j'ai décidé de me spécialiser pour être plus performante dans mon boulot. Très bien. Et donc, tu montes l'atelier La Tanière, et puis à un moment arrive le Covid, le confinement, et pour toi, ça a été le début d'un deuxième déclic, en fait. C'est ça. Alors, raconte-nous Ouais. un peu. Alors moi, je suis arrivée au Cure par mon amour du cheval. Le sac à main, c'est franchement c'est pas mon dada de départ. Hein. Je suis pas très sac. Et au Covid, je sais pas, un gros ras-le-bol de faire de la maroquinerie en fait. Alors j'en ai pas fait le tour parce qu'on apprend toujours et c'est un domaine qui est riche, mais je m'y retrouvais vraiment plus. Donc j'ai fait une grosse pause et c'est la matière qui m'a manqué, vraiment. Et donc j'ai juste voulu me faire plaisir et je me suis fait une paire de chaps. D'accord. Voilà. Donc j'ai un ami de l'époque qui m'a aidé à faire une paire de chaps. Et j'ai pris un plaisir fou. Et je me suis dit, voilà, il faut... Soit j'arrête complètement et je passe à autre chose, soit il faut qu'il se passe quelque chose dans mon métier. Et j'ai décidé de me recentrer sur le cheval. Donc j'ai été refaire des formations en harnachement et j'ai continué à me documenter. Parce que tout de suite, tu penses aux selles, du coup. Pas tout de suite. J'ai d'abord voulu avoir l'approche par le harnachement. Mmh. Donc j'ai fait beaucoup de travail de briderie au départ. Ouais. Et la selle, en fait, ça m'a pris du temps parce que j'aime faire les choses comme il faut. Et pour moi, vraiment, ça s'invente pas. En autodidacte, c'est compliqué. Il faut être accompagné, il faut être formé. C'est un produit qui peut avoir de grosses conséquences s'il est mal fait au niveau de la sécurité. Voilà. Donc, pour le cavalier comme pour le comme cheval. pour le cheval, voilà. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'article de l'équitation avec lequel il faut pas s'amuser. Donc j'ai attendu d'avoir un peu de bagages et d'armes avant de me lancer dans la selle. Et tu as tout de suite pensé à la selle western en particulier? Ah oui, Ouais. ouais. Et oui, parce que c'est mon équitation du coup, c'est celle que je connais. Moi, plus jamais on me fera monter dans une selle anglaise. Je monte plus dans une selle anglaise. Je me sens très mal dedans maintenant. Après y avoir passé des années, je suis incapable maintenant de monter à cheval sur une selle anglaise. Mais est-ce qu'une sellière monte à cru parfois? Oh, ça arrive, mais c'est très très rare. C'est pas ce que je préfère. Puis pour l'animal, c'est pas cool, quoi. Alors raconte-nous, il y a une fameuse formation qui te permet non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi de rencontrer un gaillard qui aujourd'hui est dans ton atelier, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai fini par prendre mon courage à deux mains parce que j'ai un petit peu de mal des fois à me sentir légitime dans mon boulot et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai contacté Yves Le Cire. C'est un artisan dont je suis le boulot depuis 15 ans. Ouais. J'ai toujours admiré son travail. Et, on peut dire aux auditeurs qu'il est juste à côté. Il est juste à côté. Donc je vais essayer de pas dire de bêtises. tu parles sous son contrôle. Ouais. Mais voilà, c'est quelqu'un dont j'admire le travail depuis une quinzaine d'années. Et je me suis toujours dit que si je devais aller faire de la selle un jour, ce serait avec lui. Il a un parcours qui est quand même assez unique, puisque c'est le seul à avoir été formé aux États-Unis. Donc voilà, il y a un gros bagage. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves et voilà, qui a une pédagogie qui me correspondait bien. Donc en 2023, j'ai été faire la weight de ma jument chez Yves. D'accord. Ok. Combien de temps ça t'a pris? 3 semaines. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé en particulier dans la selle? C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses... Tu continues d'ailleurs de faire beaucoup d'autres choses que des selles, mais j'ai le sentiment, ne serait-ce qu'à travers le nom que tu as donné à ton atelier, puisqu'il y a saddlery dedans, j'ai quand même le sentiment que la selle est au centre de ton travail. Donc et pourquoi? Qu'est-ce qui te passionne le plus particulièrement? En fait, la selle... ça va être bête à dire, parce que le reste, il faut être artisan quand même pour le faire, mais... je me suis jamais sentie autant artisan que quand j'ai fait cette première selle en fait. Ça regroupe tellement de connaissances, de savoir-faire, il faut une lecture de l'animal, il faut être à l'écoute du cavalier. On fait le lien entre les deux avec cet objet-là, vraiment. On les tient en sécurité tous les deux, dans le confort aussi.
Mais à fabriquer, vraiment, je me suis jamais sentie autant artisan qu'en faisant une selle. C'est le nombre de savoir-faire qu'il faut pour réussir à faire une bonne selle, c'est impressionnant. Mais bien sûr, oui, il n'y a pas que du cuir, il y a beaucoup d'autres choses dans C'est cette ça. selle. Ouais. Mais alors, dis-moi, cette selle, donc c'est une Wade, c'est ça? Oui. Mais c'était pour un cheval en particulier? Oui, c'était pour ma jument. Alors, parle-nous d'abord de ta jument avant qu'on revienne à la Wade. Alors ma jument, c'était un peu particulier en fait. Le projet est parti d'elle parce qu'elle avait un dos un peu bizarre. Ok. Très très peu de rock, donc peu d'effets bascule en fait. Ouais. Et il a fallu qu'on lui fasse aussi l'arçon sur mesure. Je l'ai pas scellé avec une planche, mais presque. Donc voilà, lui faire sa selle à elle et lui amener du confort à elle, ça a vraiment été la priorité sur ce projet-là. Mais Et on peut pas faire un arçon sur mesure en 3 semaines, si? Ah non, l'arçon a été commandé en amont, évidemment. D'accord. Ouais. Non, là, c'est vraiment la fabrication. On travaille avec un arçonnier qui nous fait le job en amont. Ouais. D'accord. Il y a déjà eu la très très grosse prise de conscience de ce qu'on peut apporter à un animal avec une bonne selle, parce que faut savoir que je suis accompagnatrice de tourisme équestre. Montana, c'était ma collègue de boulot. J'ai passé quelques heures sur son dos et j'ai été assez hallucinée de voir la métamorphose de ma jument instantanément sous cette selle. Grâce à la selle. Alors moi, je me suis sentie très bien dedans, mais la jument, elle m'a offert des choses qu'elle m'avait jamais offert avant. Je l'ai sentie très très bien. Et donc là, c'était vraiment une très très grosse prise de conscience sur ce que peut apporter une selle à un animal. Ouais. Et c'est un truc que souvent les cavaliers, dont souvent les cavaliers n'ont pas vraiment conscience, parce que quand on apprend l'équitation et qu'on monte en club, on monte avec les selles du club. C'est ça. Et on prend pas vraiment conscience de ces choses-là. Mais aujourd'hui, tu me contrediras, mais je pense qu'il y a justement besoin un peu de communiquer là-dessus auprès des cavaliers western, quoi. Ouais. C'est que l'importance de la selle, il suffit pas qu'elle soit jolie. Non. C'est vrai qu'il y a une grosse pédagogie à remettre autour de l'équipement et de la selle. Qu'est-ce qu'on doit apprendre pour savoir ce qu'il faut comme selle à un cheval? Déjà, à la placer comme il faut. Ouais. Malheureusement, les gens apprennent dans des conditions qui font qu'ils ne savent pas placer la selle déjà comme il faut sur le dos de l'animal. Donc ça peut déjà partir de là. Même une bonne selle mal placée peut être inconfortable. Moi, il faut savoir que je travaille pour les mules beaucoup aussi. C'est des animaux qui sont particuliers, biomécaniquement parlant, qui sont complètement différents des chevaux. Et j'entends tellement de gens dire « Oui, mais j'ai une très très bonne selle, mais quand je la mets sur ma mule, ça va. » Oui, la selle n'est pas adaptée et souvent est très mal placée. Et ça commence par là. Après, il faut savoir observer son animal, l'écouter, savoir ce qui se passe en dessous quand on monte. Ils savent dire quand ils sont pas confortables, en fait. C'est vraiment une connaissance de son animal et pas hésiter à faire appel à des professionnels, à des selliers qui connaissent la biomécanique de l'animal pour aider. On a un regard, nous, sans l'affect, qui nous permet aussi des fois de voir ce qui va pas entre la selle et son cheval. Et alors, comment toi, tu t'es formé justement sur ces choses-là? Alors moi, au niveau de la biomécanique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai eu ma toute première jument qui avait un conflit de processus épineux. Et quand j'ai des animaux qui ont des soucis, je suis quelqu'un qui touche un peu à tout, mais qui est un petit peu jusqu'au boutiste. Je suis un peu psychorigide sur certaines choses et j'aime savoir de quoi je parle. J'aime me documenter, Et la biomécanique du cheval, pour moi, à partir du moment où on monte sur un animal, il faut savoir un peu comment ça fonctionne. Et les mules m'ont aussi poussé à étudier ça de façon encore plus technique, puisqu'elles fonctionnent différemment des chevaux. Et donc, ceux qui les connaissent très bien, ils sont aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui me ramènent aux États-Unis. Et donc, je me suis formée auprès de gens là-bas qui connaissent très très bien et les mules et les chevaux, puisque souvent on fait le parallèle. Donc, l'aspect biomécanique des animaux, j'ai vu avec des Américains. D'accord. C'était où, aux États-Unis? Alors, il y a eu plusieurs personnes. Alors, moi, ça a été vraiment avec les mules que ça s'est... Mais il y a quelqu'un qui connaît tout ça très, très bien. Enfin, 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé. Il y a Paul Garrison et Ty Evans, qui sont tous les 2 spécialisés dans les mules, mais qui connaissent aussi très bien les chevaux. Donc, ils ont cette capacité de faire un parallèle entre les 2. D'accord. Alors ensuite, comment se passe le déclic entre toutes ces formations et le moment où tu transformes la tanière pour te spécialiser donc dans la selle western et dans la maroquinerie western aussi?
Il y a beaucoup de choses qui ont découlé du stage avec Yves, puisque à l'issue de ce stage, il m'a proposé qu'on travaille ensemble, de continuer à me former sur le long terme pour que je l'accompagne au sein de son atelier aussi et que je puisse prendre le relais. Alors son atelier était dans le sud, c'est ça ? Oui, du côté de Montpellier. Pas loin de Montpellier, voilà. Et les choses ont un peu évolué. Ouais. et donc, moi, j'ai regagné mon atelier, mais je suis remontée avec le cellier. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille ensemble dans le même atelier. Et c'est à ce moment-là que tu as changé le nom de ta structure ? On a essayé de faire un maximum de liens entre nos deux ateliers. Donc voilà, moi, je me suis mis à 100% dans le western et on a essayé de rapprocher un maximum nos visuels et nos façons de faire pour créer une cohérence pour la clientèle. Donc moi, je suis en formation continue 7 jours sur 7 maintenant. Oui, tu as ton formateur dans l'atelier. C'est ça. Ouais. Ça. Vous avez un grand atelier, vous ne marchez pas sur les pieds, Non, ça va, ça vous va. avez de la place. La première selle que tu fabriques pendant ce stage, c'est donc une Wade. Est-ce que tu peux déjà expliquer à nos éditeurs, parce qu'il y a plein de styles de selles différentes. Alors, quels sont les 3 ou 4 styles principaux et qu'est-ce que c'est qu'une Wade, par exemple ? Alors, la Wade, c'est une selle de ranch, vraiment la traille de bétail. Par contre, c'est une selle avec laquelle on peut roper. Roper, c'est-à-dire utiliser la corde, voilà, c'est ça. le lasso. C'est ça. Si elle est équipée du sanglage adéquat aussi. Ouais. Donc, souvent, il y a un back cinch, une sangle arrière, je ne sais plus comment on dit en français. Ouais. Comment on dit en français ? Sangle Sangle arrière. Sangle arrière, Ouais. ouais. Donc voilà, la Wade, c'est la selle de ranch, trail du bétail, puisqu'il y a des selles de ranch qui sont plus axées convoyage. Moi, je suis arrivée à la selle en m'intéressant aux selles d'époque de convoyage, justement. D'accord. Les selles texanes, les selles californiennes, mais des années 1860, enfin voilà, de l'ancienne. Ouais. Mais là, on était sur des selles de convoyage. Et pourquoi tu avais cet intérêt particulier ? Oh, elles ont de la tronche. À cause du visuel ? Ouais. Elles ont vraiment de la tronche. Bon, moi, je suis randonneuse aussi, donc c'était des selles qui étaient faites pour passer quelques heures les fesses dedans, quand même. Ouais. Donc, je trouve que ergonomiquement, pour le cavalier, elles sont chouettes pour l'extérieur. C'est vrai que dans la selle western, contrairement au classique, il y a une très, très grosse diversité de modèles. Ouais. D'usage, c'est beaucoup plus complexe, en fait. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent varier d'une selle à l'autre, la jupe, enfin, le trousquin peut être de plusieurs formes différentes. Il y a, Alors, quels sont les autres grands modèles en dehors de Wade, enfin, les plus connus, après, il y a les selles de course, il y a les selles de reining, il y a les selles de barrel. Voilà, c'est chaque discipline, après, a sa selle, puisque maintenant, on a une équitation western qui est aussi sportive. Ouais. On n'est plus que dans le travail du bétail, donc voilà, il y a toutes ces selles-là qui sont beaucoup plus connues du grand public, notamment les selles de reining. Ouais. Donc voilà, c'est... Et puis des selles polyvalentes, ce qu'ils appellent all-round. C'est ça. Ici, autour de nous, on voit plein de postes différents. Il y a des machines à coudre, il y a tout un tas d'outils, il y a des marbres, il y a beaucoup de choses. Il y a une partie de la fabrication que vous faites faire ailleurs, c'est justement l'arçon, ouais. Qui est fait, tu vas nous raconter comment, mais voilà, quelles sont toutes les étapes entre le jour où un client vient te voir et te dit « je veux une selle » et le jour où tu lui livres une selle? La première étape, c'est les mesures de tout le monde. Nous, notre rôle, c'est de créer le lien le plus confortable entre l'animal et l'humain, avec un outil qui est adapté aux deux. Donc ça commence par la prise de mesure. On peut travailler à distance sans problème, on a des kits pour ça. On accompagne. Maintenant, les nouveaux outils font qu'on peut faire ça en visio. Donc ça nous permet vraiment d'accompagner les gens. On peut se déplacer aussi. Donc il y a cette prise de mesure de l'animal et du cavalier qui est la toute première étape. Une fois que ces prises de mesure sont faites, on les communique à l'artisan arçonnier avec qui on travaille, qui est en République tchèque. Mmh. Donc on travaille avec quelqu'un en Europe. Et alors un arçon, ça peut être de plusieurs matières différentes. Ça peut être en résine fibrée, ça peut être en bois. Voilà. Alors lui, il fait toutes les matières possibles. Non. Et comment on choisit? Alors nous, on travaille qu'avec des arçons de bois. D'accord. Après, ils sont recouverts de manière différente. Moi, je sais que selon le modèle de selle que je fais, je travaille avec les deux façons de les recouvrir. Donc, soit du rawhide, donc c'est ce qui est utilisé traditionnellement, c'est du cuir cru. Ce qu'on appelle cuir cru, c'est un cuir qui n'a jamais été tanné, qui est travaillé en sortie d'abattoir, qui est encore humide, qui n'a jamais séché. Il faut qu'il sèche sur l'arçon
pour D'accord. apporter la solidité à l'ensemble, en fait. Et maintenant, ils utilisent aussi de la fibre et de la résine. On a aujourd'hui des fibres et des résines qui nous permettent de garder et la solidité et la souplesse pour pas avoir quelque chose qui soit trop cassant. Donc toi, tu envoies à cet artisan tes prises de mesure. Tu lui dis, je veux un arçon en bois avec du rorail, le tour, etc. Il met combien de temps à te le faire ? Alors ça dépend des modèles qu'on demande. Si on est sur une couverture en fibre et résine, on est entre 2 et 3 mois selon lui, le boulot qu'il a aussi. Et par contre, quand je lui demande un recouvert de rawhide, comme ça passe par un autre artisan et qui a un temps de travail qui est un peu plus conséquent, on est plus sur 6 mois. Ouais. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que nos auditeurs prennent en compte. C'est que là, on parle d'artisanat. Là, on n'est pas dans une logique industrielle et que donc il faut savoir qu'il va y avoir du temps. Un peu patient, c'est ça. Voilà. Mais que ce temps est un gage de qualité en réalité. Tout à fait. Bon. Et une fois que tu reçois cet arçon, alors quelles sont les étapes suivantes ? Alors, une fois qu'on reçoit l'arçon, une de ces grosses étapes importantes, c'est la fabrication du siège, le fond de siège, ce qu'on appelle le ground seat, qui est sculpté à la main en fait. C'est des superpositions de couches de cuir qu'on sculpte pour donner la forme vraiment du fond de siège et apporter le confort au cavalier. Une bonne position en respectant, pour le coup, la biomécanique du cavalier. D'accord. Alors, vous faites ça où ? Alors on travaille sur un portant fait exprès, voilà, sur lequel on peut sangler l'arçon pour pas qu'il bouge pendant qu'on travaille. Donc on travaille debout. Comment on sculpte du cuir ? Alors c'est avec un outil qui s'appelle un skiver, ça ressemble à une épluche patate. Voilà. Il y en a un ici ? Il y en a un qui doit être pas très loin. Sur la page de l'article, on mettra des photos. Voilà, donc... ah oui. Ça ressemble à un économe, en fait. Oui, j'éplucherai pas mes patates avec ça, mais bon, d'accord. Mais alors, quand tu dis... parce que quand tu dis on sculpte le cuir, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs couches de cuir parce que le cuir, il y a une épaisseur là, on superpose des couches de cuir. Oui. D'accord, c'est ça. Okay. Donc, il y a des formes, on les découpe, chaque couche a sa forme, et travailler de façon à apporter les galbes nécessaires au confort. D'accord. Donc, première étape... Le siège, en fait. Le siège, ok. Ouais. Deuxième étape. Après, on a les couvertures du fork, du cantle. On moule beaucoup le cuir sur les selles. C'est beaucoup de travail de moulage. On travaille le cuir mouillé, du coup. Donc il y a beaucoup de temps d'attente, de séchage, beaucoup d'ajustements, on défait et on refait beaucoup. Donc il y a la couverture du cantle, du back cantle, il y a la couverture du fork, du gullet, la mise en place des skirts, donc les jupes. On mettra sur le site, tu sais, un schéma de selle avec tous les noms, comme ça nos auditeurs les plus curieux pourront aller regarder. Il y a des schémas qui sont tout faits ou qui expliquent bien toutes les différentes parties de la selle. Vous fournissez où pour le cuir ? Aux États-Unis. D'accord. On travaille un cuir. On a d'excellents cuirs de qualité en France, mais culturellement, on n'a pas le savoir-faire pour les cuirs adaptés vraiment à la sellerie western, avec du repoussage et avec ce travail de moulage. On a besoin d'un cuir qui est en tannerie, travaillé de façon un peu particulière. Chez nous, on a de l'excellent cuir, mais souvent trop nourri. Donc avec un peu trop de gras apporté pendant le processus de tannage, ce qui fait qu'on a plus de mal à amener un repoussage qui tienne bien et à mouler, puisque ça prend moins bien l'eau. D'accord. Donc on fait venir le cuir des États-Unis. C'est de l'eau pure que vous utilisez quand oui. Il n'y a pas d'autres produits. D'accord. Ok, donc ensuite, étape suivante. Alors moi, c'est une étape que j'aime beaucoup, c'est les skirts. La jupe. On appelle... Il y a une des étapes pour
les montées sur la selle qui s'appelle le blocage. Donc il faut leur taper un peu sur la tronche et ça défoule, j'aime bien. Voilà, donc c'est une étape très importante aussi. Il y a le choix de la forme de la jupe, je suppose. Oui, il y a des jupes rondes, il y a des jupes rectangulaires. Donc, selon la selle, son usage, le modèle, aussi les goûts des clients, on adapte... on fait des formes de jupes particulières. Mais le blocage, par contre, ça, c'est extrêmement important aussi. Et pourquoi il faut taper dessus ? En fait, on incruste l'arçon dans sa jupe. D'accord. Voilà. Okay. Donc, il faut taper un peu sur le cuir pour pouvoir mouler autour de l'arçon. Et toi, t'aimes bien taper ? Ouais, j'aime bien taper. Non, mais c'est un boulot un peu bourrin des fois, et j'aime bien. D'accord. L'étape suivante ? Mais après, on peut avoir tout ce qui est décor aussi. Décoration, ouais. Voilà. Décor, ouais. Donc, nous, on fait du repoussage. Il y a toujours Alors, du explique le repoussage repoussage à nos auditeurs. Explique le repoussage. Alors, le repoussage, c'est une technique de décoration qu'on effectue en écrasant la matière. On n'en retire pas. Donc, c'est pas une sculpture. On tape sur le cuir pour abaisser la matière et faire ressortir un motif. Ça creuse des sillons qui permettent de... Voilà, ouais, c'est ça. Alors, vraiment, c'est écrasé. C'est pas retiré. On n'enlève pas du tout de matière. C'est juste qu'il y a un endroit où elle est plus pressée qu'un autre. C'est ça. Ouais. Donc, on a plein de petits outils qui... C'est fait vraiment, là, pour le coup, très, très manuellement, puisqu'on dessine au crayon sur notre cuir. On a tout un travail de transfert aussi, parce que sur une selle, il faut que tout soit symétrique. Donc, on a une première partie qui est dessinée sur le cuir. Après, on transfère pour faire sur la partie en symétrie. Alors, c'est souvent des motifs floraux. Beaucoup de motifs floraux. Ouais. Est-ce que c'est vous qui les proposez à vos clients ? Est-ce qu'il y a des clients qui arrivent et qui disent « Moi, je veux un repoussage de telle ou telle chose ?» Alors, évidemment, les clients nous donnent leur goût. Après, nous ne faisons pas de pictural. Si je veux mettre une moto sur ma selle, je peux pas. Ça, on fait pas. Pas chez nous. on reste très, très attaché au repoussage traditionnel. Qui est plutôt floral en général. Voilà, c'est ça. Ou alors des motifs c'est floral, géométriques un peu récurrents. Ouais, il y a un peu de géométrique. Oui, après, ça, c'est du stamping. Voilà, nous, on différencie le stamping, le style basket géométrique, du carving, vraiment du repoussage floral, où là, c'est un dessin. C'est toujours unique. On dessine nous-mêmes nos motifs. Donc, le basket, c'est ce qu'on voit souvent à l'arrière des selles où c'est plein de petits carrés, c'est ça ? Voilà, le basket, c'est ce qui fait l'illusion d'un tressage. C'est ça, ouais. Voilà. Donc ça, c'est du stamping. Oui, parce que du coup, si je ne m'abuse, dans un basket, ce qui donne l'illusion du tressage, c'est que ça redescend en biseau, quoi. Et donc on a l'impression que le cuir repasse en dessous de lui-même. En fait, c'est la forme de l'outil qui est frappé et qui est enchaîné de manière à faire illusion. Le cuir est repoussé aussi, il est écrasé par l'outil, mais c'est la façon d'enchaîner le motif qui crée l'illusion du tressage. Ils ont un nom, ces outils, pour le repoussage ? Oui, chacun a son nom. Oui, alors, il y a tout ce qui est outils de stamping, justement, les baskets, tout ça. Et puis nous, après, sur le travail floral, oui, on a les thumbprints, on a les bevelers, on a... Chaque outil, selon l'effet qu'il amène sur le cuir quand on le frappe, a son nom. Il y a les veineurs, il y a... Oui. Et alors, dans vos choix de motifs, est-ce que je devine que vous avez dû, surtout par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, que tu dois avoir envie de reprendre des motifs assez traditionnels, parfois même du 19e siècle, j'imagine, non ? Tu regardes un peu ce qu'il pouvait y avoir sur les selles originelles et tu essaies de faire des choses qui correspondent ? Alors, je suis arrivée, moi, au travail du repoussage par cette porte-là, puisque Aldo, mon premier mentor, faisait vraiment du repoussage traditionnel de cette époque-là. Moi, c'est moins mon truc. Voilà, au niveau du style, vraiment, j'ai accroché très fort avec celui de Yves. C'est ce qui a fait que j'ai suivi son travail assez assidûment. Puisque donc c'est de la création, en fait. Là, vraiment, c'est de la création, oui. C'est son style. Il n'y a pas de... Voilà, comment tu le décrirais ? C'est beaucoup plus fin. Il n'y a pas le côté très rigoureux et un peu monotone du style Sheridan que beaucoup de gens connaissent. Là, ça sort un peu des cases et j'aime bien quand ça sort des cases. C'est plus libre au niveau création artistique.
la façon de travailler de Yves. Il y a la rigueur quand même du côté traditionnel du travail de cercle, mais il a su apporter quelque chose qui fait que ça sort un peu des courants traditionnels et ouais, j'aime bien. Et on peut apporter beaucoup de finesse. Alors après, j'imagine que vous utilisez, pour faire un peu ressortir les reliefs et donner cette impression, cette patine un peu ancienne, vous utilisez des produits qui vont noircir les creux, c'est ça, un peu ? Oui, alors on peut soit laisser les repoussages naturels, mais on a aussi un travail de patine. On applique un produit qui reste dans les creux et les reliefs, et ça amène du contraste. Et on peut aussi travailler avec des teintures sélectives. Donc on laisse nos repoussages naturels et on colore le reste du cuir. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, vous pouvez recolorer encore le cuir à cette étape-là ? Oui. D'accord. Là, derrière toi, moi, pendant que tu me parles, je me régale parce qu'il y a une magnifique selle en cours de fabrication. Vous travaillez à 2 sur une selle ? Oui. Là, maintenant, les selles, on les fait à 4 mains. Ouais. Et comment vous répartissez le travail ? C'est assez aléatoire. Chacun fait une étape pendant que l'autre travaille sur une autre. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire sur une selle qu'il y a du travail qui se fait aussi sur l'établi. Tout ce qui est ce qu'on appelle strap work, pour faire les pièces de sanglage, les fenders, les étrivières. Voilà, donc on peut travailler à 2 sans jamais se gêner et en avançant. Et puis physiquement, c'est aussi des fois un peu contraignant selon les étapes, notamment quand il y a la couture du Cheyenne Roll par exemple. C'est bien d'être 2 ? C'est bien d'être à 2, ouais. Alors évidemment, vous faites pas que la selle, vous faites tout ce qui va avec la selle, parce qu'il y a beaucoup d'accessoires qui viennent sur une selle, ne serait-ce que les étriers par exemple. Alors vous fabriquez vos étriers vous-même ? Non. Pareil, les étriers, alors soit ils sont achetés chez des fournisseurs grossistes, mais moi j'aime fournir aussi les étriers de l'artisan à qui je fais faire les arçons. Et ça vous arrive pas de décorer avec du cuir les étriers ? Si. Des écuyers bruts en bois que vous retravaillez ensuite, c'est ça ? Oui. Ok. Oui. Mais après, tout est possible au niveau personnalisation. Oui, c'est pareil, le reste du matériel. Tout ce qui est latigo, tout ce qui est les lanières, quoi. Oui. Tout ça, j'imagine que là, je vois qu'il y a du repoussage. Alors ça, c'est peut-être c'est une ceinture, ça, mais j'imagine que vous faites aussi du repoussage sur ce genre de choses. Oui. Okay. Oui. Mais tout est personnalisable au niveau de l'équipement, sans problème. Les colliers d'épaule. Moi, je travaille le mohair et l'alpaga aussi, donc je fais des sangles sur mesure, personnalisées aussi au niveau des couleurs. Voilà. D'accord. Alors, je suppose que quand on est artisan, il y a une philosophie derrière le travail. C'est quoi la philosophie aujourd'hui d'Aurore et de Yves ? Quelle est la philosophie qu'il y a derrière votre travail quotidien ? Moi, je vais parler pour moi, mais il y a apporter confort et sécurité à un couple que forment l'équidé et son cavalier, en respectant les savoir-faire, les traditions. Le western, c'est une grosse culture. Ouais, le côté respect des savoir-faire et des traditions, c'est quelque chose qui me tient à cœur et continuer à évoluer, à apprendre. Et le jour où je serai lassée de mon métier, le jour où je me lèverai plus le matin en disant tiens, aujourd'hui je vais faire un truc et je vais encore en apprendre, j'arrêterai. Il y a ce côté dans l'artisanat où c'est une constante évolution, un constant apprentissage. Et cette philosophie-là de l'éternel élève, c'est quelque chose qui me va bien dans ce métier-là. En respectant les traditions, et enfin, il y a des choses, ça fonctionne depuis des centaines d'années. Ce qu'on appelle un peu l'esprit des cathédrales, tu sais, où on avait des ouvriers qui commençaient une cathédrale et qui étaient morts avant qu'elle soit terminée, et d'autres qui reprenaient derrière. Et moi, je suis pas pour le truc de tout révolutionner. Il y a des choses au niveau des traditions et des savoir-faire qu'il faut respecter, et j'essaie d'amener ça dans mon boulot. Et fabriquer une selle, c'est très long. Et donc, en plus, il s'installe une relation avec le client, la personne qui t'a... Voilà, donc c'est pas un simple client que tu vois le jour de la commande et que tu revois une dernière fois le jour où il achète. J'imagine que tu lui envoies régulièrement des photos ou ce genre de choses. Alors moi, je fonctionne avec le reportage, en fait. J'aime beaucoup et ça plaît bien.
montrer chaque étape au client. Et je trouve que ça fait partie de la pédagogie aussi de notre métier quand on est artisan, de montrer comment ça se fait pour que les gens se rendent compte. Parce que c'est normal, c'est pas leur boulot et on se rend pas toujours compte du travail qu'il y a derrière, du temps que ça prend, des contraintes techniques et physiques. Et je trouve ça assez super aussi pour les gens de voir leurs pièces naître tout doucement. Ils voient chaque étape, ils voient comment c'est fait, ils savent ce qui se passe à l'intérieur. Ce lien-là avec mes clients, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Parce que moi, je laisse toujours un bout de moi dans mes bouts de cuir. Et c'est important, quand le feeling passe bien avec les clients, ça amène quelque chose en plus, je trouve. On ne crée pas qu'un objet. Il y a une symbolique particulière quand on est artisan dans ce qu'on livre aux clients. C'est pas... Alors, est-ce qu'à la manière d'un tailleur de pierre qui signe ses pierres, est-ce que tu signes tes selles ? Toujours. Alors, comment tu les signes ? Toujours avec le brand, mes initiales. Que tu mets où ? Alors, sur la selle, à plusieurs endroits. D'accord. Il y a sur le siège, sur l'avant du siège. Je le mets sur le latigo catcher aussi. Et quand il y en a le latigo catcher, c'est ce qui permet d'accrocher la sangle quand on range sa selle, c'est ça ouais. Et quand il y en a sur la selle, sur le frog, c'est la petite partie de cuir qui relie les deux back jockeys. D'accord. Est-ce que ça t'arrive par moment d'avoir du mal à équilibrer entre un souci d'esthétique et un souci fonctionnel ? C'est-à-dire te dire, bon, ça serait super beau, mais ça va pas être fonctionnel, ou au contraire, te dire, bon, bah, ça, c'est hyper fonctionnel, mais c'est pas très esthétique. Ouais, mais le fonctionnel et la sécurité prend toujours le pas. Toujours le dessus ? Toujours, ouais. toujours. Donc ça t'arrive d'être obligé de contourner, de trouver des solutions pour que ça reste fonctionnel ? Bien sûr, ouais. En fait, c'est notre quotidien, ça. D'essayer de garder toujours cet équilibre-là. Et sur la selle, il y a une telle notion de sécurité aussi, qu'il y a des choses avec lesquelles on joue pas, même si esthétiquement, ça plaît pas toujours, ou c'est pas... Il y a des choses sur lesquelles on transige pas. Est-ce que ça vous arrive qu'une demande un peu particulière d'un client t'oblige à découvrir un nouveau truc, à inventer quelque chose de nouveau ? Est-ce que tu as des exemples en tête ? Oui, il y a maintenant une question qui revient tout le temps, c'est le poids des selles. Ah oui. Après, le prix, bien évidemment, mais le poids, les gens font un petit peu la chasse à la selle la plus légère possible, et nous, ça nous fait un petit peu des nœuds au cerveau, parce qu'il arrive un moment où on est limité quand même. Bien sûr. Où ça ferait rogner sur des choses qu'il ne faut pas rogner, l'épaisseur du cuir ou certains montages. Voilà. Enfin, au niveau de la sécurité, de l'intégrité de la selle, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer. Donc on a du mal à descendre en dessous d'un certain poids. Une selle western de moins de 11 kilos, c'est compliqué quand même. Mais du coup, ça nous fait un petit peu des nœuds à la tête. Alors après, tu peux aussi conseiller à tes clients de faire des régimes. Parce que c'est plus facile de faire perdre 3 kilos à un être humain qu'à une selle. C'est ça. Alors après, je sais qu'il y a... moi, ça, j'en suis consciente, parce que j'ai un gros problème d'épaule, et une selle de 18 kilos, je la monte pas sur un cheval. Donc je sais qu'il y a aussi cette contrainte physique, des fois, surtout des randonneurs, par exemple, qui vont déceler à la pause de midi, ou qui ont de la bagagerie aussi, qui essayent de faire quelque chose le plus léger possible pour leur animal. Mais il arrive un moment où, personnellement, moi, je mets un stop... Je préfère à la limite qu'ils apprennent la bonne technique pour monter la selle sur leur cheval, ce qui est une technique aussi, pour monter des selles lourdes sur un cheval, plutôt que de rogner et de les mettre en danger avec leur monture, quoi. C'est qui tes clients aujourd'hui ? Est-ce que tu as des cavaliers professionnels qui viennent vers toi, ou c'est plutôt des passionnés ? Oui, c'est des passionnés, des particuliers, beaucoup. Il n'y a pas de professionnels qui soient venus te voir pour te demander un compétiteur de riding, par exemple ? Non, c'est vrai que moi, en clientèle pro, j'ai pas encore... non, j'ai beaucoup de particuliers, et du fait d'équiper les mules... ça m'a ouvert cette clientèle-là aussi, puisque malheureusement, il n'existe pas de matériel adapté pour les mules en France. Donc, alors, c'est quoi les principales différences quand tu fabriques une selle pour une mule par rapport à un cheval ? C'est la forme des barres de la selle, en fait. Les mules ont un dos plat,
plus plats que les chevaux. En fait, c'est assez complexe au niveau des barres. Il y a ce qu'on appelle le rock, donc qui est l'effet bascule, un peu banane, et il y a le twist, donc qui a l'effet hélicoïdal. Et ça, chez les mules, il n'y a pas. Il n'y a pas de rock et il n'y a pas de twist. Donc en fait, si moi je travaille des arçons avec des barres pour mules, et chez nous, culturellement, la mule, c'est un animal de labeur, de portage, mais pas de selle. Contrairement aux États-Unis, où les mules sont énormément utilisées en selle. Ils ont des grandes mules, ils ont des mules de ranch, et eux ont l'équipement adéquat, et le savoir-faire et la connaissance. Donc encore une fois, je me suis tournée vers les États-Unis pour ça. Et malheureusement, chez nous, il y a de plus en plus de mules de selle, mais pas de sellier pour les mules. Comme moi, c'est un animal que j'aime beaucoup. J'ai un mulet. Et donc, apporter le confort, encore une fois, ça reste une priorité dans mon boulot. Et j'ai voulu me lancer là-dedans. Aujourd'hui, ce métier d'artisan en France, c'est un métier dont tu arrives à vivre. Vous arrivez à vivre tous les deux correctement, ou c'est un combat, ou c'est... Ouais, c'est avoir l'artisanat comme seule source de revenus. Ouais, c'est pas de tout repos. Quand il y a un complément de salaire ou un conjoint qui fait autre chose, ou je pense que ça peut aller. Faire le choix d'en vivre exclusivement à 100%, ouais, c'est un gros défi. Surtout dans une niche comme ça, en plus, ouais. C'est ça. Et l'artisanat manque aussi un petit peu de cadre, et il y a beaucoup de gens qui s'installent artisans. Alors, moi, j'aime pas ce terme-là, parce que pour moi, ce sont des confrères et pas des concurrents, mais ça crée quand même quelque chose pour nous qui est compliqué, puisque quelqu'un qui n'a pas besoin de ça pour en vivre au quotidien va pas vendre les mêmes prix que nous. Parce que il va rembourser sa matière première, mais ça va s'arrêter là. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on appelle du dumping. Nous, malheureusement, c'est pas malheureux, parce que normalement, chaque personne qui exerce un métier devrait pouvoir en vivre. Ouais. Mais nous, il faut qu'on fasse payer nos heures aussi, il faut que ça remplisse notre frigo et que ça paye notre loyer. Bien sûr. Donc, on est mal placé, on va dire, au niveau tarif, par rapport à des personnes qui n'en ont pas besoin réellement pour vivre, quoi. Et ça c'est le combat. Pour moi, c'est le combat le plus compliqué dans l'artisanat. En dehors des selles, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Alors, vous fabriquez des ceintures, tu fais encore des chaps, ce genre de choses? Chaps, shinks. D'ailleurs, là, il y a une paire que j'ai emmenée aux États-Unis avec laquelle j'ai ramené un second prix. Oui, c'est ce que je vois, ouais. Donc, félicitations. Voilà. Merci. Donc, équipement du cavalier, oui, on fait un peu de tout, hein, même un peu de maraud, hein, portefeuille, étui-couteau, ceinture, et puis après tout ce qui est briderie. Avaloir, collier d'épaule. Moi, je fais de la sangle aussi. Équipement en bruyère, en alpaga, en plus du cuir. D'accord. Et les gens, ils peuvent trouver ça sur votre site? Oui. Parce que tu fais du sur-mesure, mais j'imagine qu'il y a quand même des images qui permettent aux gens d'avoir une idée de ce qu'ils viennent chercher, quoi. Oui, tout à fait, oui. Donc le site ou les réseaux sociaux, ouais, ça fonctionne pas trop mal, oui. Ouais. Pour conclure chaque entretien, je fais un petit questionnaire que j'ai appelé le questionnaire de Jolly Jumper. Alors, est-ce que tu es prête pour cette série de 9 questions qui vont nous aider à mieux te cerner à travers des questions sur l'équitation? Oui. Le questionnaire de Jolly Jumper. Alors, Aurore, ton mot préféré dans l'univers western? Saddle. Saddle. C'est... La selle en anglais. Voilà. C'est pour ça que tu as appelé ton atelier Custom Saddlery. Ouais. Donc ça veut dire la sellerie personnalisée de, j'imagine, Aurore Cachera. C'est ça. Ok. Et pourquoi saddle? Parce que c'est toute l'essence de mon métier aujourd'hui et c'est un des plus beaux objets de l'équipement western. Ton cheval de fiction préféré? Tornado, je vais dire. Le cheval de Zorro? Ouais, il m'a marqué un petit peu petite, ouais. Il m'a marqué, ouais, petite, ouais. D'accord. Le bruit ou le son que tu aimes le plus quand tu es autour des chevaux? Quand ils mangent leur foin. Ah, j'adore entendre les chevaux mastiquer leur foin. Ok. Et le bruit que tu détestes? J'ai pas de bruit que je déteste. Dans ton atelier? Est-ce que dans ton atelier, il y a un bruit que tu détestes? J'aime pas les bruits trop répétitifs. Par exemple, la machine à coudre? Un truc qui va taper, un truc
truc trop répétitif, ouais. J'aime pas, mais bon. L'odeur que tu préfères dans l'univers des chevaux et du western, ça peut être aussi une odeur dans ton atelier, par exemple. Alors moi, je peux plus dire le cuir parce que je suis tellement sens dedans plus que je le sens plus. Ouais. Est-ce que quand tu pars en vacances et que tu reviens ici, tu ressens le cuir ? La première fois que tu reviens... Un tout petit peu, ouais. C'est vrai que l'odeur du cuir, j'ai toujours adoré, mais mon nez s'y est un peu trop fait, je sens plus. Sinon, c'est vrai que c'est une odeur que j'adore. Le cow-boy ou la cowgirl que tu admires le plus ? Ceux qui connaissent peut-être, je vais dire Charles Postlethwaite. Alors c'est qui Charles Postlethwaite ? Charlie Waite, c'est le personnage joué par Kevin Costner dans Open Range. Si tu étais un cheval, ou une mule, hein, si tu étais un cheval, tu serais de quelle race et de quelle robe ? Pour le coup, je dirais une mule quarter, buckskin, comme le mien. Pour toi, c'est quoi la liberté ? La liberté, c'est de se lever tous les matins en disant qu'on va faire un truc qu'on adore. Et enfin, si tu devais conseiller à nos auditeurs un seul film ou un seul livre ou une seule série que tu leur conseillerais de voir, ouais. Danse avec les loups. Danse avec les loups. Le film de Kevin Costner et avec Kevin Costner. C'est ça. La version longue ? Ah oui. Il y a Yves qui souffle la version longue d'ailleurs. Évidemment, D'accord. et Danse avec les loups, ça peut être que la version longue. Il y a un director's cut. D'accord. Très bien. Eh bien écoute, merci infiniment Aurore de nous avoir reçus dans ton atelier. Merci à toi d'être venu. J'espère que ça va donner envie aux gens de s'intéresser à ton travail. Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a des Français qui font des jolies selles western. Tu vois, on s'imagine toujours que ces selles viennent d'Amérique. Et ça a été mon cas d'ailleurs. Moi, quand j'ai commencé l'équitation western, je me suis dit, c'est forcément des selles américaines. Et puis voilà, on découvre petit à petit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par des artisans français. C'est un vrai plaisir de t'avoir rencontré. Plaisir partagé. Et puis on se reverra bientôt, j'en suis certain. Salut, au revoir. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donnera envie de découvrir mes prochains invités. Vous trouverez des notes et les références des différentes œuvres citées dans cet épisode sur l'article qui lui est consacré sur notre site internet cheval-western.fr. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée ou sur la chaîne YouTube de notre partenaire France Western et à y laisser une note et un commentaire. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, ride safe et gardez l'esprit western.